participer à ces formations qui concernent les urgences. Les urgences, c'est la vitrine de la santé et c'est là où les citoyens mesurent la qualité de soins et donc avoir des urgentistes aptes à faire de bons diagnostics et de faire évidemment une prise en charge correcte. C'est très important pour les praticiens et pour nos patients. Donc, on va essayer de voir un peu les erreurs diagnostiques classiques dans les urgences cardiaques. Cardiologiens, parce qu'on en fait tous des erreurs diagnostiques, que ce soit en médecine d'urgence ou en médecine un peu réglée. En tant que praticien, on en fait tous des erreurs. Mais on essaye bien sûr de les éviter parce que, surtout en cardiologie, les erreurs peuvent être fatales. Donc, le diagnostic, vous le savez très bien, c'est l'étape cruciale pour la prise en charge thérapeutique. Donc, si on se trompe au niveau du diagnostic, tout ce qui s'ensuit va être inadapté. Donc, deuxième chose, il y a l'erreur dans le diagnostic, il y a aussi le retard dans le diagnostic. Certaines pathologies, surtout cardiaques, ne supportent pas de retard diagnostique. Tout retard diagnostique pour certaines pathologies cardiologiques urgentes peuvent entraîner des complications, des décès ou bien des séquelles. Alors, certaines situations diagnostiques constituent un piège classique que pas mal de praticiens passent à côté. Et ça, on l'a remarqué, il y a certaines erreurs qui se répètent quand on est confronté à prendre en charge en tant que spécialiste certaines pathologies. On a remarqué qu'il y a certaines erreurs qui sont classiques, qui se répètent et je voudrais partager avec vous ces erreurs récurrentes pour essayer de réduire ces erreurs. Je ne voulais pas faire une présentation d'une pathologie quelconque classique, mais plutôt attirer votre attention sur certaines erreurs pour qu'on puisse faire plus d'attention pour les prochains cas. Donc, je vais vous présenter trois cas cliniques, trois erreurs diagnostiques que je trouve personnellement fréquentes. Et on va commencer par le premier cas. Donc, il s'agit d'un monsieur AS qui est âgé de 63 ans, qui consulte aux urgences pour des douleurs épigastriques évoluant depuis 1 heure. Donc, dans ses antécédents, on retrouve une hypertension artérielle qui est traitée par une association, l'irbesartan, l'ercondépine. Et à l'examen clinique, la tension, elle est à 160/95 et une fréquence cardiaque à 75 battements par minute. L'examen clinique ne trouve pas de souffle et pas de signe d'insuffisance cardiaque clinique. Ne quittez pas la plaque parce qu'il y a un problème de son chez la majorité. Nous allons essayer de leur permettre de rentrer. On ne leur donne pas plus de 5 minutes, de toute façon. On leur donne 5 minutes, le temps qu'ils arrivent à se connecter. Au début, c'était l'introduction, donc c'est pas grave. Mais là, avec le cas clinique, il faut qu'il soit là. Ouais. C'est pas très grave. Le sang, alors, il commence à me dire que le sang est pas OK. Merci, docteur Kamel, vraiment. J'attends votre aval, alors. Par contre, je vous demande la question que je vais vous poser à vous. Est-ce qu'ils vont répondre sur le chat pour le cas clinique? Là, c'est une formation. Sur la messagerie? Bon,
Je pense qu'on va garder ça, enfin, pour la discussion, donc, parce qu'il va y avoir Ok, après une d'accord. discussion, et je Donc, pense que c'est allez-y, le mieux son est sinon actif. Apparemment, ça avoir y est, toutes ils les ont réglé le réponses. problème. Monsieur AS, âgé de 63 ans, consultant d'urgence Ok, donc pour douleur j'enchaîne. épigastrique. Vous enchaînez. Évoluant depuis, ouais, évoluant depuis 1 heure, donc antécédent d'hypertension traité, l'examen clinique, Vous tension n'avez pas changé artérielle de plaque, pardon. Vous n'avez 160-95. pas changé de, vous n'avez Non, pas non, changé de non, plaque. non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, 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 j'ai pas changé de plaque. Ah, je suis avec vous, ça y est, c'est Et mal. pas d'insuffisance cardiaque clinique. Voilà, donc voici, bien sûr, une douleur épigastrique. On lui a fait évidemment un électrocardiogramme. Le voici. Je vous laisse le temps de le regarder, de l'apprécier un peu. Et puis on passe à la question suivante. Enfin, à la question. Je vous laisse un peu le temps hein, pour bien regarder. Donc, ce qu'on voit, bon, je vais répondre, enfin, je vais contribuer un peu à la réponse, mais donc on voit déjà qu'il y a des ondes Q en inférieur, hein, et on voit qu'il y a un bloc de branche droit incomplet avec un aspect RSR', un sous-décalage du ST de V1 jusqu'à pratiquement V5. OK. Et donc, je vous pose la question, quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST? Est-ce qu'il faut attendre le bilan biologique? Il faut attendre les troponines? Est-ce qu'il faut répéter les électrocardiogrammes? Est-ce que c'est une embolie pulmonaire à ce stade de diagnostic ou bien toutes les réponses sont fausses? Alors, je vois un peu les réponses. Alors, vous pouvez répondre hein, sur le... Bon, on a des réponses B, E, B. Donc, la plupart veulent faire A. Je suis en train de regarder un peu, hein. A et B. A, B, A. D'accord. Donc, B et C. Ouais, donc il y a pas mal de A, hein, donc syndrome coronaire aigu sans sous-décalage segment ST. Effectivement, c'est le diagnostic que la plupart des praticiens auraient posé, mais à ce stade-là, c'est pas suffisant. Parce que normalement, quand on a un sous-décalage en antérieur, il faut toujours faire les dérivations postérieures. Parce que ce sous-décalage en antérieur peut être le miroir de quelque chose qui se passe en postérieur. Et je vous montre Professeur, on n'a plus le sang. On n'a plus le sang. Le sang, professeur. ouais. Ouais, On a donc perdu le j'arrive pas sang. à défiler, je sais pas. J'arrive pas à défiler. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça marche. Et maintenant, C'est bon, c'est bon. quand on a fait les... Bah, je suis en train... Vous n'avez pas fini la phrase par rapport à la première réponse. Oh, c'est quoi cette histoire de sang?
Il y a un problème avec le sang, Oussama. أنا problème avec le son. أنا اللي نزل نظهركم. Ah, d'accord. Activé. روح activé. Voilà. C'est bon. Ah, très bien. Ok. Ok. Donc, On était dans le premier ouais. sujet Bah, et vous avez allez. donné une réponse. Vous pouvez répéter par rapport à la première Voilà, je réinterprète l'électrocardiogramme. Voilà. Donc, je réinterprète un peu. Enfin, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'est un syndrome coronaire aigu sans décalage du segment ST. Et c'est, en fait, la vraie réponse, c'est que on pouvait pas conclure. Je dirais que toutes les réponses sont fausses parce que quand on a sur un électrocardiogramme avec une douleur thoracique, un sous-décalage en antérieur, il faut toujours, avant de conclure, faire les dérivations postérieures. Pourquoi? Parce que ce sous-décalage peut être le miroir de quelque chose qui se passe en postérieur. Et regardez quand on fait les dérivations postérieures, c'est-à-dire V7, V8 et V9, regardez ici, il y a un sus-décalage en postérieur. Donc finalement, le vrai diagnostic, c'est pas un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST, mais un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST en postérieur. Et ce qu'on voyait en antérieur, c'était le miroir de ce sus-décalage en postérieur. Donc, il faut retenir, ce qu'il faut retenir de ce cas, c'est que en cas d'infarctus basal ou postérieur, on doit toujours le suspecter s'il y a un sous-décalage antérieur. Souvent, les patients ont été diagnostiqués comme syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST, alors que ce sous-décalage est le miroir d'un sus-décalage qui est en postérieur, donc il faut aller le chercher. Si vous avez un sous-décalage en V1, V2, V3, V4, il faut toujours faire les dérivations postérieures avant de parler d'un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Et la différence, c'est que quand vous avez un sus-décalage du segment ST, le traitement, c'est la reperfusion en urgence. Il faut faire soit une angioplastie primaire en extrême urgence ou bien une thrombolyse en extrême urgence. Alors que si c'était un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST, on a un peu le temps, on peut le faire dans les 24 heures, on peut faire une coronarographie dans les 24 heures, et c'est pas, vous voyez que c'est pas la même urgence. Alors que si on attend 24 heures avec un sus-décalage du segment ST, ça serait trop tard, ça serait un infarctus hors délai. Donc, erreur classique, c'est considérer un syndrome coronaire comme un ST- quand on a un sous-décalage en V1, V2, V3 sans faire les dérivations postérieures. Ça, c'est vraiment une erreur classique qui se répète et on la voit dans notre pratique quotidienne de cardiologue. OK? Ça, c'était pour la première erreur diagnostique fréquente. Et si vous permettez, on va passer à la deuxième erreur diagnostique aussi fréquente que la première. Et pour cela, je vais vous présenter un cas. Ça, c'est des cas réels, hein. C'est pas des cas fictifs, c'est des cas réels. Celui-là, il est un petit peu compliqué parce que l'histoire de la patiente, elle est un peu complexe. C'est une patiente qui a 78 ans, qui consulte pour une dyspnée de repos et rapporte une notion de méléna. Donc, dans ses antécédents, on note une cardiopathie ischémique avec une angioplastie en 2022, une insuffisance surrénalienne sous traitement par cortisol. Son traitement comporte de l'insuline, de l'aspirine, elle est diabétique aussi, pardon,
Oui, facteur de risque acheté à diabète, traitement insuline, aspirine, clopidogrel, hydrocortisone et amlodipine. Donc, à l'examen, elle a une tension artérielle qui est à 11,8, une fréquence cardiaque à 68 battements par minute. Il n'y a pas de souffle, pas d'œdème des membres inférieurs et il n'y a pas de râle crépitant à l'examen. Donc, je vous rappelle, une patiente qui vient pour dyspnée. On voit qu'il y a une anémie à 7,5 grammes par décilitre avec une microcytose, une insuffisance rénale modérée avec une clearance à 57. On a dosé le NT-proBNP qui est 1900 picogrammes par millilitre. Je vous rappelle, pour l'âge de plus de 75 ans, la norme c'est jusqu'à 1800. Donc le BNP un petit peu élevé, le NT-proBNP pardon, un petit peu élevé, des troponines légèrement élevées à 19 nanogrammes par millilitre, natrémie normale et kaliémie normale. Je suis désolé, hein, la qualité de l'électro, elle n'est pas très très bonne. Je l'ai scanné, mais ça n'a pas très très bien marché. Mais il est quand même visible. Hein. Donc vous avez un rythme sinusal à 75 par minute à peu près, avec peut-être des séquelles d'infarctus en inférieur. Rien d'autre. Hein. Un rabotage des ondes R en antérieur. OK? Alors, la question, maintenant, quel est votre diagnostic? Est-ce que cette dyspnée est en rapport avec une insuffisance cardiaque? C'est une dyspnée en rapport avec l'anémie, parce que je vous rappelle qu'elle a 7,5 d'hémoglobine. Est-ce que c'est une ischémie myocardique? Troponine à 19 pour norme à 14. Est-ce que c'est une myocardite? Troponine un petit peu élevée. Ou bien on ne peut pas conclure. Alors, vous pouvez répondre, je vais regarder un petit peu sur le chat. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas de répondre. Il y a des personnes qui n'entendent pas. Hein. A et B, B, A, B, B. OK. Donc, pas mal de personnes qui ont répondu la réponse B, dyspnée en rapport avec l'anémie. Il y en a qui ont mis insuffisance cardiaque. Quelques-uns qui ont dit qu'on ne peut pas conclure. Donc, la plupart n'ont pas coché la C et la D. OK. Donc, on passe à la suite. C'est vrai que à ce stade, peut-être que c'est de l'insuffisance cardiaque, on ne sait pas. Le NT-proBNP, il est limite. C'est une patiente qui a quand même des antécédents cardiaques, d'infarctus. Elle est âgée, elle a un électrocardiogramme qui n'est pas normal. Tout ça, c'est en faveur de l'insuffisance cardiaque. Effectivement aussi, il y a une anémie qui peut expliquer en partie, du moins en partie, la dyspnée, mais on ne peut pas avoir un diagnostic définitif. Donc, il faut faire d'autres examens complémentaires pour conclure. Alors, donc, quel examen peut-on prescrire?
un téléthorax, une échographie cardiaque, un scanner thoracique ou bien refaire un contrôle des troponines. Allez-y, j'attends je regarde un peu les réponses. Ok, la plupart ont répondu échographie cardiaque, c'est justifié. Le téléthorax aussi, hein, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, il a son intérêt, parce qu'il est aux urgences, il est disponible, contrairement à l'échographie cardiaque qui n'est pas forcément disponible dans tous les services des urgences. Le scanner thoracique à ce stade, je ne trouve pas vraiment d'intérêt pour le scanner thoracique. Si on cherche quoi au scanner thoracique, je ne sais pas pour ceux qui ont répondu scanner thoracique, quels étaient leurs arguments. Refaire un contrôle des troponines, pourquoi pas, parce que c'est une patiente qui est déjà coronarienne, qui présente une dyspnée. La dyspnée, ça peut être un équivalent de syndrome coronaire aigu, hein, même s'il n'y a pas de douleur thoracique. Donc, en fonction du contexte, on peut être amené à refaire un contrôle des troponines, même s'il n'y a pas de douleur thoracique. OK? Donc, j'aurais fait A, B, D. Donc, je vous donne la suite, hein, la suite des examens. Le téléthorax, c'était normal. L'échographie cardiaque retrouvait une fraction d'éjection à 70%. Pas de dilatation cavitaire. Pression de remplissage intermédiaire. Un VD non dilaté. Des pressions artérielles pulmonaires à 30 plus 10, c'est-à-dire à 40, dans la limite. Un péricarde normal. Et un deuxième taux de troponine à 20 nanogrammes par millilitre. Donc, on a fait pratiquement tous les examens. Et à ce stade maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, dans notre cas, la patiente, on a retenu le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est un cas réel. Hein. Donc, vu que les NT-proBNP étaient légèrement élevés, la troponine n'a pas trop bougé, hein, de 19 à 20, c'est quasiment stable. Et les pressions de remplissage étaient intermédiaires. Donc, l'échographie n'a ni affirmé ni infirmé l'insuffisance cardiaque. Donc, on s'est dit, c'est une patiente qui est coronarienne, qui a un NT-proBNP un petit peu élevé, elle a une dyspnée, on a traité comme une insuffisance cardiaque. Alors, dans l'évolution de l'hospitalisation, bien sûr, la patiente a été hospitalisée. Au deux jours après, un autre médecin est passé et il a réinterrogé la patiente parce qu'il ne croyait pas trop au diagnostic d'insuffisance cardiaque. Du moins, il n'y avait pas beaucoup d'arguments. Il n'y avait pas de crépitant à l'auscultation. Il y avait une échographie qui n'a pas confirmé, mais n'a pas infirmé l'insuffisance cardiaque. Donc, il refait son interrogatoire et retrouve que la patiente se plaignait déjà, dès l'admission, d'une douleur à la jambe qui est passée en second plan. Donc, elle se plaignait essentiellement de dyspnée, mais elle ne s'est pas vraiment plainte de douleur à la jambe, mais elle avait cette douleur. Et donc, on a fait un Doppler veineux qui a retrouvé une thrombose veineuse profonde au niveau de la jambe. Je ne me souviens plus, c'était la gauche, je pense, puisqu'elle avait mal. Alors, quel est actuellement votre diagnostic final? J'attends les réponses.
pense que le diagnostic est évident maintenant. Très bien. Voilà, c'est une embolie pulmonaire. Effectivement. Pourquoi j'arrive pas à défiler comme je veux les... Désolé, ça défile pas comme on veut. Voilà. Donc, c'est une embolie pulmonaire. Et donc, la conclusion de ce cas, c'est devant une dyspnée aiguë, toujours, penser à une embolie pulmonaire. Même si chez cette patiente, on n'avait pas de signe. Bon, il y avait la douleur du mollet qui passait inaperçue, mais il n'y avait pas vraiment de signe, mis à part la dyspnée, en faveur. Parce que il n'y avait pas de tachycardie sinusale, l'électrocardiogramme n'était pas vraiment en faveur d'une embolie pulmonaire, il n'y avait pas de toux, il n'y avait pas de douleur basithoracique, il n'y avait pas une polypnée. Donc, il faut savoir qu'en termes d'embolie pulmonaire, souvent, on la sous-diagnostique dans notre pratique clinique. Il faut savoir qu'il n'y a aucun signe objectif n'est obligatoire. Parfois, on a une paucité des signes au point où, quand on a un téléthorax, par exemple, qui est normal devant une dyspnée claire, il faut penser à une embolie pulmonaire. Quand on n'a aucun signe objectif, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Donc, il faut toujours remettre en cause notre diagnostic, surtout quand c'est douteux comme ça, l'insuffisance cardiaque n'est pas vraiment très claire. Il faut penser à l'embolie pulmonaire, il ne faut pas l'oublier. Il fallait faire un taux de dédimère, chose qui n'a pas été faite chez cette patiente-là. Et probablement, si on l'avait faite, on aurait pensé à ce diagnostic et on aurait peut-être fait un diagnostic dès le départ. Bon, dans ce cas-là, le diagnostic a été rattrapé. Le traitement par rapport à l'insuffisance cardiaque n'a rien à voir. Donc, une embolie pulmonaire qui n'est pas anticoagulée peut s'aggraver et s'avérer fatale. Donc, la conclusion de ce cas, toujours devant une dyspnée aiguë, toujours penser à une embolie pulmonaire, même s'il n'y a pas les signes classiques, il faut essayer de protocoliser on verra ça tout à l'heure, les bilans à la malade qui arrive pour dyspnée. Voici le bilan systématique qu'on doit faire. Le patient qui vient pour douleur thoracique, voici le bilan qu'on doit faire. Parce que chez cette patiente, les dédimères étaient vraiment très élevés. Et devant la paucité du tableau en faveur de l'insuffisance cardiaque, on aurait dû penser à l'embolie pulmonaire. Donc, deuxième erreur diagnostique classique, on sous-diagnostique les embolies pulmonaires. On les sous-diagnostique énormément. OK? Donc, on passe à la troisième erreur diagnostique fréquente. C'est à travers un autre cas clinique, qui est le cas de M. Adé, qui a 66 ans, qui se présente pour une dyspnée de repos. Comme antécédent, une hypothyroïdie sous traitement et comme facteur de risque, une hypertension artérielle. Il est sous lévothyrox et condestart. Donc, à l'examen, il a des sibilants diffus. En température normale, tension artérielle limite, fréquence cardiaque à 90 battements par minute. Il n'y a pas de souffle et il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs. Alors, voici son électrocardiogramme. Je vous laisse regarder un peu.
Donc, je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez de cet électrocardiogramme? Vous pouvez répondre, je vais regarder un peu les réponses. L'électro, qu'est-ce que vous en pensez? Normal, RAS. Je suis en train de lire les réponses. Instémie. Normal, normal, normal. S1, Q3. Normal, normal. Donc la plupart ont dit que c'était un électrocardiogramme normal. Pas vraiment normal parce qu'il y a des ondes Q en inférieur. Hein. Regardez ici en AVF et en D3. D'accord? Donc il y a des séquelles d'infarctus inférieur. OK? Et quand il y a des séquelles d'infarctus, on ne peut pas parler d'axe, parce qu'il y en a qui ont dit axe gauche. Donc, pour parler d'axe, il faut pas qu'il y ait des séquelles d'infarctus inférieurs. OK, donc on peut dire qu'il y a des séquelles, probables séquelles d'infarctus inférieur, avec une onde Q en D1, en D3 et en AVF. OK? Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas facilement. J'essaie d'avancer, mais... Je ne sais pas pourquoi il n'avance pas. Incroyable. Il ne répond pas à ce truc. S'il vous plaît. Je vais voir avec l'ingénieur parce que c'est bloqué. Donnez-moi 2 secondes. Il bloque la machine. Il défile pas. Ah, ouais. Comment vous faites? Il faut... ah oui. Okay. Ah, très bien. C'est bon. OK. On continue. Donc, voici sa biologie. Alors, il a une hémoglobine correcte, une CRP à 6, des D-dimères à 0,6, des troponines négatives. Alors, quel est votre diagnostic? Alors, c'est une crise d'asthme, c'est une exacerbation de BPCO, c'est une insuffisance cardiaque, c'est une embolie pulmonaire ou c'est une bronchite aiguë? On va regarder un peu les réponses. A ou B. La plupart ont dit A, certains A ou B. On a besoin d'autres données comme la saturation, insuffisance cardiaque ou bronchite aiguë. A. On ne peut pas parler d'asthme. C, A. Pas d'asthme. E. D. D. Donc, il y a des réponses très, très différentes. Hein,
Donc, alors, OK. Donc, le patient donc, a été diagnostiqué, enfin, en tout cas, il a reçu aux urgences de la ventoline et des corticoïdes IV. Quelle est votre conduite à tenir? Donc, vous reprenez la garde. Donc, l'équipe du matin avait donné des corticoïdes et des bêta-2. Qu'est-ce que vous faites à ce patient? Vous faites un taux de BMP, vous faites une échographie cardiaque, vous faites une radiographie du thorax, ou faire une EFR après avoir jugulé l'urgence en externe, ou bien faire un angioscanner pulmonaire. Vous libérez le patient et vous faites une EFR, ou bien vous pensez plutôt que ce n'est pas un problème d'asthme ou de BPCO. Alors, on va regarder un peu les réponses. C'est une EFR, 1, 2, 3. C, D. 3. Je scanne. Bon, je vois que la plupart ont répondu plutôt juste. Donc, il faut faire un taux de BMP, il faut faire une enfin, éventuellement une échocardiographie si on en a les moyens. On verra tout à l'heure. Une radiographie du thorax. L'angioscanner pulmonaire, les didymères étaient négatifs. Je vous rappelle que le taux de didymère seuil, c'est la décennie de l'âge. Hein. Lui, il a 65 ans, donc il avait des didymères à 0,6, donc négatif. Donc on s'attendait plutôt, pour que ça soit positif, c'est 0,65. Donc c'était négatif, donc pas d'angioscanner pulmonaire. Alors, l'EFR, je pense que ce n'est pas du tout un patient qui est en train de faire une crise d'asthme. Tout simplement, bon, on va regarder un peu les résultats d'examen. Donc, le BMP était à 900, élevé, fraction d'éjection 60% à l'écho, pas de valvulopathie, pas d'hypertension pulmonaire et pression de remplissage élevée. Au téléthorax, il y avait une surcharge hilaire bilatérale et l'angioscanner n'a pas été fait. Donc là, on est devant une insuffisance cardiaque. Alors, voici son téléthorax, un œdème pulmonaire très évident. Et l'erreur classique, c'est de qualifier tous ces bilans d'asthme ou de BPCO. C'est vraiment une erreur classique. On ne peut pas parler d'asthme, c'est un patient qui a 63 ans, qui n'a jamais fait d'asthme. En général, c'est très rare que l'asthme soit inaugural à 63 ans. On peut dire que c'est une exacerbation de BPCO. C'est un patient qui n'a jamais fumé. Donc, comment parle-t-on de BPCO? C'est quasiment impossible. Donc, on a malheureusement, on a vu pas mal de patients étiquetés comme ça, comme asthmatiques et traités comme, alors qu'ils font de l'insuffisance cardiaque pure et dure. Et c'est une erreur diagnostique vraiment, vraiment fréquente et classique. Donc, quand vous avez des sibilants, ça ne veut pas dire que le patient est en train de faire forcément de l'asthme ou une décompensation de BPCO. Même chez les patients BPCO, parfois la décompensation de BPCO, ça peut favoriser les poussées d'insuffisance cardiaque ou donner une insuffisance cardiaque associés. Donc, devant un tableau de 6 bilans, il ne faut pas se contenter ou faire un diagnostic facile à l'auscultation
d'asthme, sauf si, bon, l'asthme, sujet jeune, qui n'a pas de cardiopathie connue, qui est déjà connu asthmatique, à la rigueur, on peut suspecter de l'asthme, mais encore, il faut pousser un petit peu les examens pour en conclure. Mais un patient qui est soixantenaire, qui n'a jamais fait d'asthme, c'est criminel de faire le diagnostic d'une crise d'asthme comme ça à la légère, ou bien faire un diagnostic de BPCO alors qu'un patient c'est un patient qui n'a jamais fumé. OK? Donc c'est une erreur malheureusement diagnostique qui est fréquente, qui est classique, et normalement il faut toujours se méfier de l'insuffisance cardiaque, même s'il y a des sibilants, ça peut être une expression, ce qu'on appelait avant le pseudo-asthme cardiaque, hein, on ne l'appelle plus comme ça, mais des sibilants peuvent témoigner d'un authentique œdème pulmonaire. OK? Donc ça, c'était la troisième erreur diagnostique classique. Donc, on en a terminé avec les 3 cas. Donc, durant la deuxième présentation, on va essayer de voir comment éviter les erreurs diagnostiques, en essayant de faire du systématique et une approche un petit peu systématique. Si vous avez des questions... Justement. Ouais. Vous n'avez pas parlé d'orthopnée. Ouais. Alors, c'est pas moi, c'est pas Google. Oui, tout à fait. L'orthopnée, ça peut aider au diagnostic, mais parfois c'est un peu difficile de le ressortir. Parfois, les patients font d'emblée un œdème pulmonaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir une dyspnée progressive et tout ça. Ils se présentent comme ça, par exemple, s'ils font de l'hypertension, enfin une urgence hypertensive, hein, un pic hypertensif avec un œdème pulmonaire qui peut se manifester d'emblée avec des sibilants. Donc l'orthopnée n'est pas non plus obligatoire. Certes, quand il va s'allonger, ça va s'aggraver. Alors sa dyspnée, ça va s'aggraver. Ça, c'est en faveur de l'insuffisance cardiaque, effectivement. Mais moi, je voulais plus attirer l'attention du fait que le fait qu'il y ait des sibilants, ça ne veut pas dire que c'est de l'asthme, ça ne veut pas dire que c'est une décompensation BPCO. Et le diagnostic le plus fréquent, surtout chez les sujets d'âge moyen, sujets âgés, c'est l'insuffisance cardiaque. Il ne faut pas se faire avoir avec les BPCO, c'est-à-dire avec les sibilants. C'était surtout ça le message de ce cas clinique. Après, je ne peux pas vous donner tous les éléments de l'interrogatoire, sinon ça aura été un peu facile. Si je vous dis qu'il y a de l'orthopnée, je vous oriente un peu. Parfois, le fait qu'on ausculte déjà des sibilants, on ne va pas trop s'attarder à chercher les autres signes d'insuffisance cardiaque, ce qui est une erreur. Hein. Effectivement, il faut, dans l'interrogatoire devant une dyspnée, rechercher l'orthopnée. Hein. C'est très pertinent comme question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent les trois cas cliniques qu'on a vus, hein? La première erreur, c'était quoi? La première erreur, le cas clinique, c'était qu'on a considéré que c'était un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST, parce qu'on a vu un sous-décalage sur les dérivations antérieures. L'erreur, c'était qu'il fallait faire enregistrer les dérivations postérieures, qu'on n'enregistre pas systématiquement, le V7, le V8 et le V9. Eh bien, un des cas où il faut l'enregistrer, c'est quand on a un sous-décalage en antérieur. Parce que ce sous-décalage, comme je disais tout à l'heure, peut être le miroir et qu'il fallait faire
enregistrer les dérivations postérieures, qu'on n'enregistre pas systématiquement, le V7, le V8 et le V9. Eh bien, un des cas où il faut l'enregistrer, c'est quand on a un sous-décalage en antérieur. Parce que ce sous-décalage, comme je disais tout à l'heure, peut être le miroir d'un sus-décalage en postérieur. Et si on a un sus-décalage, c'est l'urgence extrême. Il faut faire quelque chose maintenant, pas dans les 24 heures. Il faut ouvrir l'artère. Il y a une artère qui est occluse. C'était ça l'erreur, c'est de ne pas faire les dérivations postérieures et conclure un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, alors que c'était un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST sur les dérivations postérieures, V7, V8, V9, qu'on n'enregistre pas systématiquement, qu'il fallait enregistrer dans ce cas-là, parce qu'il y avait un sous-décalage en antérieur. OK? Où je peux trouver l'enregistrement de ce livre après. Je n'ai pas compris la question, je ne sais pas si... Vous sautez dessus. Ouais. Je veux juste confirmer si on non, l'embolie pulmonaire en général, ça ne donne pas de sibilant. Hein. Ça peut donner une dyspnée, ça peut donner de la douleur thoracique, ça peut donner des signes de pleurésie par réaction à une nécrose pulmonaire, mais ça ne donne pas en général des sibilants. Devant la douleur thoracique du patient, avec méléna, sous aspirine négligée, un ulcère gastrique. Oui, effectivement, enfin, bien sûr, si c'est une approche globale, hein, si vous avez un méléna, il faut rechercher évidemment un syndrome coronaire aigu, il faut chercher un ulcère gastrique, hein, c'est clair. Alors, pour l'histoire de cette patiente, elle a eu un scanner thoraco-abdominopelvien qui a montré une tumeur colique. Hein. Donc, elle avait une embolie pulmonaire sur un terrain néoplasique. C'était ça la cause de son méléna. Mais bien sûr, il fallait explorer le méléna qu'on a exploré effectivement. Elle a eu un scanner thoraco-abdominopelvien et elle a une tumeur colique. Comment faire les dérivations postérieures? Donc, juste, il faut déplacer les trois électrodes. Donc, on enlève le V4, V5, V6. On les met derrière, donc dans le 4e, 5e espace intercostal, au niveau du dos. OK, c'est ça les dérivations postérieures. Y a-t-il un moyen de revoir la présentation plus tard? Oui, bien sûr, on pourra la revoir. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein, on est là pour discuter. Donc c'est bon, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous voulez, on peut revoir l'électrocardiogramme de tout à l'heure. Donc, je vous montre ici. Donc, c'était ça. Pour clarifier l'erreur de tout à l'heure, c'était ça. Regardez, un sous-décalage ici, effectivement, on peut penser légitimement à un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage segment ST, vu qu'il y avait des douleurs thoraciques, il y avait un sous-décalage. Bon, ça paraît plausible. Mais je vous rappelle, quand il y a un sous-décalage en antérieur,
toujours faire les dérivations postérieures. Donc, comment on fait les dérivations postérieures? On enlève des électrodes V4, V5, V6 et on les met derrière et on les nomme. Regardez, on a barré ici V4, V5, V6 parce que sur l'électro, il va nous sortir V4, V5, V6, mais nous, on les a déplacés, on les a mis derrière, dans le dos. Et vous voyez qu'en V8, V9, il y a un sus-décalage qui est net, avec une ébauche d'onde Q, de nécrose, parce que il est en train de nécroser, ce patient. Et donc, ce patient, il a eu une coronarographie qui a montré une occlusion de la coronaire droite distale qui a été reperfusée en urgence. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense, professeur, qu'on doit aller vers l'avant parce que les questions ne vont pas s'arrêter. On peut revenir vers les questions. Si très bien. Vous n'aurez pas le temps Très bien. d'apporter le tout. OK, allez, ça va. Concernant l'embolie pulmonaire, Tachi, elle va faire l'embolie pulmonaire aussi. À des urgences, on a l'embolie pulmonaire. Le 30 octobre. Ah ben très bien, très bien. Donc, ah ben c'est bien. Donc elle va. Ok, je vais passer à l'autre présentation. Ouais. Alors comment on a vu les erreurs? Les erreurs, ça arrive à tous. Ça nous arrive à tous. Hein, je vous rassure. Comment les éviter? Donc pour les éviter. Il faut avoir une approche un petit peu systématisée. D'abord, le premier point, c'est d'où démarrer. Parce que parfois, le patient, il vient, il se plaint par exemple d'une douleur. Nous, on va se focaliser sur la douleur. Et il a d'autres signes, par exemple, d'autres signes fonctionnels sur lesquels on va pas, enfin, le patient ne va pas énumérer systématiquement. D'accord? Par exemple, si un patient vient pour une syncope, parce que une syncope, c'est dramatique, il peut ne pas parler de douleur thoracique. OK? Donc, s'il vient parce qu'il a perdu connaissance, certainement, il ne va pas vous dire j'ai eu mal à la poitrine, ou il va vous parler d'emblée de la perte de connaissance, parce que pour lui, c'est le plus important. Donc pour nous, il faut bien sûr à l'interrogatoire recueillir tous les signes fonctionnels, bien sûr, comme vous le faites tous les jours, et surtout sur le signe le plus grave. Par exemple, un patient, il vient parce qu'il est gêné par la toux, il tousse beaucoup, il ne va pas vous parler de l'essoufflement, il va vous dire « je tousse ». Si vous rentrez dans l'organigramme ou la prise en charge de le signe fonctionnel, la toux, vous allez un petit peu, vous allez sous-estimer peut-être la gravité de votre patient. Donc, il faut poser la question sur les autres signes qui sont plus graves, qui peuvent être dramatiques si on ne fait pas le bon diagnostic. Notamment, on va parler on va poser la question sur l'existence de dyspnée, l'existence de douleurs thoraciques. Donc, d'où on démarre? Toujours essayer de chercher le signe fonctionnel le plus grave sur lequel vous allez vous baser pour continuer votre fil conducteur dans votre démarche diagnostique. D'accord? Donc, deuxième étape, une fois que vous avez pris votre signe, vous allez bien sûr avoir une démarche diagnostique systématisée. Par exemple, si le patient vous parle de douleur thoracique ou équivalent de douleur thoracique, vous allez défiler cardiaques les plus graves. Après, ça n'empêche pas de réfléchir aux autres causes, hein, les causes non extracardiaques, pulmonaires, tout ce que vous voulez. Mais il faut
que vous éliminiez ou bien vous faites le diagnostic d'une des causes cardiaques les plus graves. Donc, vous avez une douleur thoracique. Systématiquement, dans votre interrogatoire, vous allez essayer de chercher la péricardite, l'infarctus, l'embolie pulmonaire ou la dissection aortique. Donc, si vous suspectez, si vous avez, par exemple, des signes en faveur d'une péricardite, c'est-à-dire, par exemple, une virose récente, une douleur qui augmente à l'inspiration, il va falloir savoir quels sont les examens à prescrire pour confirmer votre diagnostic. Par exemple, si vous avez pas mal de signes en faveur d'une péricardite, par exemple une douleur qui augmente à l'inspiration, une douleur qui augmente en position couchée, soulagée par la position penchée en avant, une fièvre qui a succédé, tout ça. Donc là, vous pouvez suspecter une péricardite et à ce moment-là, il faut bien sûr, devant toute douleur thoracique, faire un électrocardiogramme, faire une échographie transthoracique, faire une radiographie du thorax et faire les marqueurs de l'inflammation. Alors, il faut savoir comment infirmer ou confirmer le diagnostic d'une péricardite. Vous savez très bien qu'il faut 2 critères sur 3, soit un critère clinique ou un critère électrique ou un critère échographique. Donc, il faut avoir un critère dans chaque colonne. C'est-à-dire, si vous avez une douleur thoracique de type péricarditique et vous avez un frottement péricardique, ça compte comme un seul critère. OK? Donc, un critère clinique ou un critère électrique ou un critère échographique. Donc, il faut avoir au moins 2 critères. Donc, à l'électro, soit un sous-décalage segment PQ, ou bien un sous-décalage concave diffus du segment ST, ou bien à l'échographie cardiaque, un épanchement péricardique. Donc, on voit souvent beaucoup de diagnostics de péricardite qui sont posés comme ça, juste sur le caractère de la douleur. Non, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas un critère électrique associé ou un critère échocardiographique associé, on ne peut pas poser le diagnostic d'une péricardite. Parce que le patient, quand il inspire, il a une douleur thoracique. C'est une douleur péricarditique, c'est une péricardite. On voit beaucoup de diagnostics comme ça, un petit peu, j'allais dire, un diagnostic un peu hâtif et excessif. OK? Donc, il faut savoir comment confirmer le diagnostic. Donc, pour la péricardite, il faut avoir des critères électriques ou échocardiographes. OK? Donc, pour le syndrome coronaire aigu, il faut savoir que le diagnostic est essentiellement clinique. Essentiellement, c'est l'interrogatoire, le type de la douleur, parce qu'aucun examen ne peut éliminer le diagnostic du syndrome coronaire aigu, notamment son sus-décalage segment est. Donc, si vous avez, il faut faire un électrocardiogramme rapidement, bien sûr. Si vous avez un sus-décalage qui est convexe, qui est systématisé, c'est facile, c'est le syndrome coronaire aigu ST+. Si vous avez un sous-décalage, donc là, ça augmente la probabilité du syndrome coronaire aigu ST-. Si vous avez un électrocardiogramme normal, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un syndrome coronaire aigu. Ça, c'est toute la difficulté du syndrome coronaire aigu. On ne peut pas éliminer un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST parce que l'électrocardiogramme est normal. Ou bien parce que les troponines sont normales. Ça n'élimine pas. Parce qu'il peut s'agir de ce qu'on appelle un angor instable. Donc, dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST, vous avez 2 entités. Soit la troponine est élevée, là on parle de enstémie, c'est-à-dire un infarctus sans sus-décalage segment ST. Soit les troponines sont négatives, là on parle d'angor instable. Cette notion d'angor instable qui ne peut pas être
éliminer par définition, les troponines sont négatives. Et un électrocardiogramme normal ne peut pas éliminer un angor instable. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Si vous avez une douleur thoracique typique et tout, il faut savoir déjà répéter les électrocardiogrammes, répéter les dosages des troponines. OK? Je ne vais pas m'attarder. Il faut aussi connaître les autres situations cliniques où la troponine peut être élevée. Hein. Par exemple, si vous avez une tachycardie, la troponine peut être élevée. Si vous avez une insuffisance cardiaque, la troponine peut être élevée. Si vous avez une urgence hypertensive, la troponine peut être élevée. Si vous avez toute situation de détresse grave, par exemple un sepsis, des brûlures, un état de choc, peu importe la cause, ça peut entraîner une élévation de troponine. Si vous avez une myocardite, si vous avez certaines valvulopathies, vous avez une embolie pulmonaire, la troponine peut être élevée, c'est un facteur pronostic dans l'embolie pulmonaire. Si vous avez une insuffisance rénale, ça peut entraîner une élévation de troponine. Donc, il faut connaître les limites ces examens biologiques qu'on a entre les mains pour pouvoir un petit peu faire le diagnostic. Et d'où l'intérêt de répéter les troponines aussi. Si les troponines restent stables, c'est pas vraiment en faveur d'un syndrome coronarique. Et la cinétique, c'est important. Si ça baisse ou ça augmente, là, c'est plutôt en faveur d'un syndrome coronarique. OK? Alors, l'embolie pulmonaire, donc, devant, par exemple, une douleur thoracique ou une dyspnée, il faut toujours faire un score, hein, un score de probabilité clinique. Vous avez plusieurs scores, vous avez le score de Wallens ou le score de Genève. Celui-là, c'est le plus simple. Donc, l'existence d'un cancer, l'immobilisation, l'alitement prolongé, les facteurs cliniques, la douleur à la palpation d'un trajet d'une veine, qu'on n'a pas fait tout à l'heure, hein, c'était une des erreurs qui a amené à l'erreur diagnostique dans la dyspnée. Hein. Donc, si vous avez une dyspnée, il faut penser à une embolie pulmonaire, il faut faire un examen clinique minutieux, rechercher des signes de thrombose veineuse profonde qu'on n'a pas fait chez le patient précédent. Si vous avez les signes en faveur d'une thrombose veineuse profonde ou bien un diagnostic alternatif d'une thrombose veineuse profonde, si vous avez par exemple des œdèmes qui sont liés à la prise, par exemple, d'anticalciques, ou là, ça diminue la probabilité d'embolie pulmonaire. Et en fonction de cette probabilité, si vous avez une faible probabilité, une probabilité intermédiaire, il faut doser les didymères. Si vous avez des didymères, en fait, c'est pas 500, hein, c'est plutôt la décennie de l'âge. Hein. Si vous avez, par exemple, 70 ans, c'est plutôt 700. Si vous avez 80 ans, c'est plutôt 800. OK? Donc, ça a changé. Ça, c'est un organigramme un petit peu qui n'est pas updated, comme on dit. C'est plutôt la décennie. Si la probabilité est faible ou intermédiaire, les didymères peuvent éliminer le diagnostic. Si la probabilité est forte, à ce moment-là, on ne peut pas compter sur les didymères. Il faut faire soit un échodoppler veineux si on n'a pas l'accès au scanner, sinon c'est l'angioscanner pulmonaire. OK? Donc déjà, les didymères permettent en général de nous affranchir d'autres examens un peu plus difficiles à avoir dans l'urgence. Je parle notamment d'angioscanner pulmonaire, surtout la nuit. Et on sait que dans nos urgences, on n'injecte pas en général. Donc, pensez à la dissection aortique devant une douleur thoracique, bien sûr. Vous avez toujours des scores de probabilité parce que si vous avez, par exemple, un patient qui a
un syndrome de Marfan, qui a des antécédents familiaux de maladies aortiques, si le patient a une valvulopathie aortique, s'il a déjà un anévrisme de l'aorte, tout ça, c'est des facteurs en faveur de la dissection. Si vous avez une douleur migratrice, que vous connaissez tous, douleur rétrosternale qui irradie dans le dos, c'est une douleur migratrice très intense à type de déchirure, tout ça, c'est en faveur de la dissection aortique. Si vous avez, par exemple, une différentielle fonctionnelle, c'est des signes qui ne sont pas constants, mais qui nous orientent à penser à une dissection aortique. À ce moment-là, si on a une probabilité, c'est-à-dire un critère clinique, c'est-à-dire une situation à haut risque, ou bien une caractéristique de la douleur à haut risque, ou bien une caractéristique à l'examen clinique à haut risque, si on a 2 ou 3, donc c'est un patient qui a une forte probabilité, il faut aller directement à l'angioscanner aortique. Si il a 0 ou 1, à ce moment-là, on peut orienter un peu le diagnostic avec les didymères qui ont une valeur prédictive négative. Si vous avez des didymères qui sont négatives, une radiothorax qui ne montre pas un élargissement du médiastin, une échographie cardiaque plutôt rassurante, pas de dilatation de l'aorte, à ce moment-là, on peut s'arrêter. Si un des examens est plutôt positif, là, on ne peut pas s'arrêter là, il faut pousser les explorations vers un angioscanner aortique. OK? Donc, vous voyez ici à l'angioscanner une dissection aortique avec le vrai et le faux chenal. OK? Ça, c'est pour la dissection aortique, enfin, pas pour la douleur thoracique. Donc, quand on a notre approche, il faut penser aux 4 diagnostics en même temps et poser les questions en faveur de tous ces diagnostics-là et orienter les examens complémentaires en fonction de la probabilité clinique. Vous avez vu qu'il y a des scores pour la dissection aortique, pour l'embolie pulmonaire. En fonction de la douleur thoracique, on peut s'orienter vers une péricardite ou bien un syndrome coronaire aigu. Et les examens biologiques nous orientent un petit peu et on va finir par un diagnostic en fonction de toute cette démarche. Pareil, comme pour la douleur thoracique, on va parler de la dyspnée, j'ai choisi la dyspnée et la douleur thoracique parce que c'est les motifs de consultation les plus fréquents. Vous savez très bien qu'une dyspnée peut avoir énormément de causes, des causes extracardiaques qui sont fréquentes, une pneumonie, des causes respiratoires, des PCO, asthme, une dyspnée inspiratoire, laryngée ou bien les voies aériennes supérieures, laryngite, une cause pleurale, un épanchement pleural, un pneumothorax, des dyspnées d'origine métabolique. Quand vous avez par exemple une acidocétose, le patient il va hyperventiler et vous allez prendre ça comme une dyspnée, alors que ce n'est pas vraiment une dyspnée, c'est une hyperventilation réactionnelle à une acidose métabolique, par exemple. Et il y a les causes cardiaques. Donc, devant une dyspnée, toujours penser aux causes cardiaques parce que c'est parmi les causes les plus graves dans l'évolution, si on tarde de diagnostic, peut être fatale. Donc, voyez ici, par exemple, un score qui oriente vers une dyspnée d'origine cardiaque. Si vous avez l'âge, comme on a dit tout à l'heure, si vous avez une personne âgée qui fait une dyspnée, c'est très probablement, ça augmente la probabilité que c'est une dyspnée, une insuffisance cardiaque aiguë. Si la dyspnée est brutale, c'est le début nocturne. S'il y a une orthopnée, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, s'il y a bien sûr des antécédents d'insuffisance cardiaque, s'il y a un électrocardiogramme anormal, comme tout à l'heure, il y avait des séquelles d'infarctus en inférieur,
Si vous avez des antécédents de pathologie pulmonaire chronique, en revanche ici, on soustrait des points, hein, parce que quelqu'un qui a une BPCO, il a tendance plutôt à faire des exacerbations de BPCO déclenchées par des infections respiratoires. S'il y a des crépitants, s'il y a des œdèmes de membre inférieur, s'il y a des anomalies électrocardiographiques, tout ça, ça nous oriente vers un diagnostic d'insuffisance cardiaque déjà avant d'enclencher des examens un peu plus spécialisés comme l'échographie cardiaque, le BMP et tout ça. Donc, si vous avez une suspicion de décompensation cardiaque ou d'une dyspnée aiguë, donc on peut, normalement, les BNP doivent être dosés aux urgences. Malheureusement, dans nos urgences, rarement on a à notre portée les BNP. C'est vraiment dommage. C'est vrai que ça coûte relativement cher, c'est dans les 4000 dinars, mais normalement c'est un examen de première intention devant une dyspnée, c'est un examen capital. Et en fonction de ça, on va avoir une probabilité d'insuffisance. Si le BNP est inférieur à 100, la probabilité d'insuffisance cardiaque est vraiment faible. Si le BNP est entre 100 et 400, on est dans une zone grise. S'il est supérieur à 400, bon, l'insuffisance cardiaque est très, très probable. OK? Et en fonction de ça, on va indiquer ou pas une échocardiographie. Donc, si l'insuffisance cardiaque est très probable, donc à ce moment-là, on va pouvoir commencer le traitement d'une insuffisance cardiaque et surseoir un petit peu pour l'échocardiographie, sauf s'il y a un état de choc et tout ça, c'est une autre histoire. On peut commencer un traitement d'insuffisance cardiaque et faire l'échographie tranquillement. Si les BNP sont négatifs, on peut rechercher une autre cause de dyspnée. Si on est en zone grise, on peut pas conclure. Il faut faire une échocardiographie, notamment pourquoi l'échocardiographie? Bien sûr, pour voir s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche et tout, mais parfois on a maintenant, c'est l'ère de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est-à-dire, si on a une fraction d'éjection qui est normale, ça n'élimine pas du tout une insuffisance cardiaque. Il faut savoir que 50% des insuffisances cardiaques sont des insuffisances cardiaques sur fraction d'éjection préservée. Donc, on peut s'aider avec ce qu'on appelle les pressions de remplissage. Juste pour vous montrer ce que c'est les pressions de remplissage, c'est en fonction du profil de remplissage du ventricule gauche. Quand on a des pressions télédiastolique ventriculaire gauche élevée, et c'est la définition hémodynamique de l'insuffisance cardiaque, c'est l'élévation des pressions télédiastoliques ventriculaire gauche. C'est ça qui est dans la dyspnée, qui est dans les symptômes d'insuffisance cardiaque. On a un profil de remplissage, c'est-à-dire un Doppler transmitral qui est particulier. On va faire le Doppler transmitral classique. Vous avez l'onde E et l'onde A. C'est le remplissage rapide et le remplissage lié à la systole auriculaire. Et en déplacement de cet anneau mitral pendant la systole et la diastole, on va calculer cette onde E'. Et on fait le rapport sur les deux. Si ce rapport est supérieur à 14, ça veut dire que les pressions télédiastoliques ventriculaires gauche sont élevées. D'accord? Si vous avez une oreillette gauche dilatée, c'est en faveur des pressions de remplissage élevées. Et si vous avez des pressions pulmonaires élevées, c'est en faveur aussi des pressions de l'aide de cette échocardiographie cardiaque qui va nous dire est-ce que c'est de l'insuffisance cardiaque ou pas. OK? Un autre examen qui est facile à faire, qui est, on va dire, à la mode ces derniers temps, c'est l'échographie pulmonaire. Et ça, tout le monde peut le faire. Vous prenez la sonde d'échographie, que ce soit l'échographie abdominale ou l'échographie Doppler vasculaire ou la sonde
d'échographie cardiaque et vous mettez la sonde au niveau des espaces intercostaux. Si vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les queues de comète. Vous voyez, ça c'est la plèvre qui est un peu dense. Et vous avez ça, ce qu'on appelle les queues de comète. Si vous en avez plus de 3 queues de comète, on va explorer région par région. Ça, c'est très, très en faveur d'insuffisance cardiaque, d'œdème pulmonaire. OK, donc ça, tout le monde peut le faire. Vous pouvez vous amuser à ça si vous avez un échographe général dans les urgences. Et vous voyez que c'est très, très intéressant et ça peut vous conforter dans votre diagnostic d'insuffisance cardiaque. Alors, il faut savoir aussi quels sont les critères d'admission en soins intensifs en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque. Bien sûr, un patient qui nécessite une intubation, qui est intubé, ça c'est la réanimation. Des signes ou des symptômes d'hypoperfusion, ça c'est le choc, c'est clair. Si vous avez une saturation de moins de 90%, malgré une supplémentation d'oxygène, ça c'est un critère d'admission en soins intensifs. Si vous avez une lutte avec une fréquence respiratoire de plus de 25 par minute, ça c'est un critère d'admission en soins intensifs. Si vous avez une fréquence cardiaque basse, très élevée, une pression artérielle systolique de moins de 90, là il faut céder la main, il faut appeler le réanimateur ou le cardiologue de garde pour une admission en soins intensifs. OK? Il faut transférer ce patient si vous êtes dans un centre où vous pouvez pas, il n'y a pas de soins intensifs, il faut appeler le SAMU, se débrouiller pour que ce patient soit mieux sur lui. Troisième motif de consultation, c'est la syncope. La syncope, c'est un peu complexe, hein, c'est toujours alarmant. Ça qu'il y a des syncopes d'origine cardiaque très graves et des syncopes plutôt moins graves, qui sont syncopes réflexes, vasovagales, qui sont liées à une hypotension orthostatique ou à une cause vagale, une syncope neurocardiogénique, comme on dit. Il faut surtout ne pas passer à côté d'une syncope d'origine cardiaque parce qu'elle peut être mortelle. Et pour ça, surtout dans le tri des urgences, vous avez ici les critères d'hospitalisation d'une syncope. Je pense que l'urgentiste doit connaître ces signes de gravité. Si le patient a des antécédents de coronaropathie ou de cardiopathie structurelle, il ne faut pas se dire « Ah, c'est vagal, bon, on va le laisser partir chez lui, c'est pas grave ». Si vous avez des signes, par exemple des douleurs thoraciques associées, il faut poser la question parce que le patient il va vous dire j'ai perdu connaissance, il va oublier, il va omettre de vous dire qu'il a eu des douleurs thoraciques ou qu'il a eu par exemple des palpitations qui ont précédé la syncope. Ça, s'il y a des signes majeurs, c'est grave. Si il n'y a pas de prodrome, si il y a des antécédents familiaux de mort subite, tout ça, c'est des signes de gravité et intérêt de l'électrocardiogramme. Toute anomalie de l'électrocardiogramme, notamment s'il y a de l'HVG, peut-être une cardiomyopathie hypertrophique qui peut être grave. S'il y a des signes en faveur d'anomalies de Brugada, s'il y a des ampules de nécrose, s'il y a un QT corrigé élevé, si vous avez une FA très lente, si vous avez des TV non soutenus, ou bien sûr des TV, s'il y a un BAV de haut degré, s'il y a une anomalie électrocardiographique, il faut s'inquiéter, il faut céder la main et hospitaliser le patient, il ne faut pas le laisser partir. S'il n'y a pas les critères majeurs, les critères de gravité, on peut explorer le patient en externe, mais si vous avez ces signes-là, il ne faut pas lâcher le patient parce qu'entre-temps, si vous allez lui dire vous allez revoir votre cardiologue demain ou après-demain, ça peut être trop tard. OK? Donc, troisième étape, bien sûr, vous avez votre démarche diagnostique en fonction des symptômes, en fonction sur le symptôme, vous avez dyspnée, vous avez cardiaque, extracardiaque,
vous avez, comme on a dit, les examens. Il faut essayer de protocoliser les examens complémentaires. À quoi sert de protocoliser? Protocoliser, ça sert à ne pas oublier, parce qu'on est des humains, on est aux urgences, parfois on voit beaucoup de patients, et on risque d'oublier de prescrire un examen. Comme tout à l'heure, on n'a pas fait les didymères chez notre patient qui est venu pour une dyspnée, et on a conclu à tort à une dyspnée, une insuffisance cardiaque, alors que c'était une embolie pulmonaire. Donc, si vous protocolisez, le malade il est rentré pour dyspnée, voici ce qu'on doit faire. Par exemple, un malade qui rentre pour un symptôme, on va être large pour ne pas faire plusieurs protocoles. Si un patient rentre pour un symptôme cardiaque, voici les examens à faire. Tout patient qui rentre pour une dyspnée ou une douleur thoracique ou une syncope, voici les examens à réaliser systématiquement. Vous allez voir que ça va diminuer votre travail. Vous n'allez pas omettre des examens. Examen électrocardiogramme systématique dès l'admission. Faire un taux de troponine pour tout symptôme cardiologique, même s'il s'agit de dyspnée. Faire des didymères pour les symptômes cardiologiques dont on a parlé, et un BMP ou un TPRO-BMP. Bon, peut-être le BMP, un TPRO-BMP ne sont pas disponibles chez nous de la manière, d'une manière un peu courante, mais normalement, on doit protocoliser, et ça se fait dans un centre d'urgence. Il faut s'entendre entre les urgentistes et le responsable paramédical. Voilà, un patient qui vient pour ça ou ça ou ça, voici en plus du bilan standard que vous faites d'habitude, voici ce qu'il faut rajouter comme examen systématiquement. Et ça permet de ne pas oublier de rattraper des diagnostics. Je vous assure que ça, c'est vrai qu'il faut bien sûr un examen biologique, l'interpréter dans un contexte, mais on a dit quand un patient rentre pour un symptôme cardiologique. Il faut savoir aussi répéter certains examens si nécessaire, surtout l'électrocardiogramme et surtout la troponine, parce que parfois il vient avec un électro normal et avec le temps ça change. Je vous assure que chez nous, en cardiologie, je le dis parce que c'est la vérité, j'ai rien à cacher, ça nous arrive à nous, un patient il rentre avec un authentique syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST, et dans la nuit, il va modifier son électrocardiogramme, il va sus-décaler et personne ne s'en aperçoit. Je vous assure que le lendemain, on revoit l'électrocardiogramme, parce on le fait systématiquement le lendemain, le matin, pour les patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs, et on retrouve une séquelle avec un aspect de sus-décalage et une montée biphasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient a sus-décalé dans la nuit et personne ne s'en est rendu compte. Et c'est quand même triste et grave, parce qu'on ne répète pas les électrocardiogrammes. Et ça, c'est une erreur devant le syndrome coronaire. Il faut répéter parce qu'à tout moment, le syndrome coronaire aigu ST- peut évoluer vers un ST+. Et ça nous arrive à nous, en service de cardiologie, aux soins intensifs de cardiologie. Et c'est vraiment dommage. Et je vois souvent des troponines négatives qui sont libérées par des services des urgences, alors qu'ils n'ont pas fait un cycle. Un patient qui vient, il a eu une douleur thoracique qui n'a pas duré longtemps, il vient un taux de troponine négative n'élimine pas, il faut faire un deuxième taux à 3 heures. Et si on ne le fait pas, on libère le patient, on risque d'avoir des problèmes par erreur diagnostique. Donc, protocoliser.
Pareil, faire des examens spécialisés en urgence. En fonction, après les examens spécialisés, bien sûr, c'est votre orientation diagnostique et l'examen systématique de votre protocole. Si ça ne suffit pas à faire un diagnostic, à ce moment-là, on va aller vers les examens spécialisés, l'échographie cardiaque, l'angioscanner pulmonaire, le Doppler artériel. Par exemple, si vous suspectez une ischémie aiguë de membre, vous allez demander un Doppler artériel en urgence. Si vous suspectez une thrombose, une maladie thromboembolique veineuse avec une créatinine très élevée, vous ne voulez pas forcément faire un angioscan pulmonaire en première intention. Si vous faites un Doppler veineux et vous trouvez une thrombose veineuse, ben, ça vous affranchit de l'angioscanner. Vous faites le diagnostic de maladie thromboembolique veineuse et vous allez faire le diagnostic d'embolie pulmonaire juste au Doppler veineux. Donc, il faut savoir protocoliser aux urgences les examens complémentaires de base à l'électrocardiogramme et le bilan biologique cardiologique. Cinquième étape, c'est de pouvoir travailler en réseau. Vous ne pouvez pas, en tant qu'urgentiste, travailler tout seul. Il faut avoir un accès aux avis spécialisés pour les cas difficiles, parce que parfois il y a des cas atypiques, il y a des électros difficiles à... Il ne faut jamais avoir la hantise de ne pas pouvoir interpréter un électrocardiogramme. Même nous, spécialistes, on a parfois des électrocardiogrammes difficiles à interpréter. Il ne faut pas avoir honte ou... Non, pas du tout. L'électrocardiogramme, c'est un monde. Ça nous arrive tous, même les spécialistes en cardiologie, parfois, l'électrocardiogramme reste un mystère et un des examens les plus difficiles à interpréter. Donc, il faut essayer que, dans les centres où vous travaillez, avoir un accès aux spécialistes. Soit par télémédecine, maintenant avec les smartphones, c'est tellement facile d'envoyer un électrocardiogramme, donner le contexte clinique et les cardiologues vont vous aider dans cette démarche. Avoir un réseau aussi pour une prise en charge spécialisée, c'est-à-dire si vous travaillez aux urgences, il faut que vous ayez accès à une coronarographie par exemple. Si vous travaillez à Alger, il faut établir par exemple des liens avec des centres qui font de la coronarographie en urgence ou bien en semi-urgence pour pouvoir envoyer vos patients. Parce que parfois le transfert, c'est devenu lourd, une lourde tâche pour les urgentistes. Il faut travailler en réseau avec les spécialistes. Et pareil, travailler en réseau pour faciliter, pour ne pas perdre en vue les patients qui nécessitent des examens complémentaires, par exemple pour une syncope volontaire, une échographie de stress, vous avez une suspicion d'un angor instable avec troponine négative et électrocardiogramme normal, il faut orienter par exemple le patient pour une écho de stress, il faut savoir où l'orienter, il faut savoir où votre patient pourra être pris en charge avec des services